Donc bon, au fond du trou, à vous tout et rejetez tout. Donc voilà, titre avec des hashtags bien à Psycho, hein, comme d'habitude, parce que Psycho est le maître de ces hashtags, et que des fois il met des petits hashtags trolls comme ça qui pop, je ne sais pas pourquoi, comme Bitmol. Bref. Mon dieu. Donc je vais aller regarder tout ça, à tout. Vas-y, putain, ce Psycho il est unique. C'est clair. Comment l'essence, t'es là? J'ai pas entendu le son. Non, il est en train de tuer quelqu'un, attendez, je mute, hop là. Du coup, je vais accueillir, attendez, alors j'avais dit Ulfric tout d'abord, et Viglaf, ah oui, Viglaf, tu peux te démute si tu veux, si t'as envie de parler, tu peux. Viglaf, t'as le droit. Ah ouais, après filer un petit coup de Psycho, ouais, ça rassure. Hey, Canal Concorde, bah tu regardes ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais là? Attends alors, ou va voir Psycho, parce que j'ai pas regardé Psycho, là j'ai juste regardé sa vignette. Mais va voir Psycho contre Canal, comme ça tu pourras mettre un peu de venin communiste de partout. Alors du coup, Viglaf. Oui. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Allô, tu m'entends ou pas? Oui. Alors, Far Cry 6, tu l'as fini? Ouais, je l'ai fini, ouais. Ok, parfait. Alors du coup, tu viens intervenir par rapport à quoi? Est-ce que t'as vu un petit peu? Vas-y, dis-moi. Bah, au début, je voulais intervenir par rapport à Bouzeux, mais bon, tout a été dit, enfin, franchement, tout a été dit par tout le monde. Oui, tout à fait. Et t'as vu un petit peu la vidéo de Pas du Ring, tu connais ou pas? Non, je connais pas, en fait, je viens de le découvrir, donc je l'ai mis de côté pour la regarder plus tard. D'accord, et bah alors on va accueillir Pas du Ring. On va lui demander un petit peu d'où sort cette vidéo. Alors moi j'ai pas pu la voir entière, totalement, malheureusement. Donc justement, on va pouvoir poser des questions, dire qui c'est, qu'est-ce qu'il fait avec un boxeur et un homme dans les bois. Quel est ce nom? Pas du Ring, anti du Ring, on ne sait pas. Donc bonjour Pas du Ring, comment vas-tu? Bonjour The Claw, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qui se passe? La gauche est-elle morte? Donc j'ai vu popper cette vidéo, on a un Nana Génocide dans le rôle de Socrate, et un Pas du Ring dans le rôle de Pas du Ring. Du coup, quelle est cette vidéo? Pourquoi cette démarche? Qu'est-ce que tu voulais faire un peu passer dans cette vidéo? Dis-moi. Bah, au début je regardais, en fait, je m'intéresse pas mal à Geoffroy de la Gannerie, je pense que tu vois qui c'est, Ouais. c'est un mec qu'on voit souvent dire des phrases un peu choc et qui pose question, dont beaucoup de gens se foutent, mais au final, quand tu t'intéresses à lui, c'est quelqu'un qui a écrit pas mal de livres, qui a fait des choses, et je me suis rendu compte que je pouvais pas faire une vidéo entière sur lui, parce que c'était un peu l'archétype de tout ce que j'aime pas dans la gauche. Donc, je me suis rendu compte après que c'était peut-être mieux de faire une série de vidéos avec des arguments, en fait, c'est pour montrer un petit peu comment la gauche a réussi à dériver dans quelque chose qui fait que maintenant, elle représente 20%, 25% des électeurs qui représentent eux-mêmes à peu près 50% des gens, quoi. Donc la gauche, elle représente à peu près 12% de la population française. Et donc voilà, bon, j'ai commencé là par la première vidéo pour essayer de définir en fait la gauche, parce qu'il y a des gens qui disent que la gauche, la droite, ça n'existe plus vraiment, donc j'ai voulu répondre un petit peu à ça. Et le but ensuite, ce sera de faire des vidéos thématiques pour expliquer un point particulier. Je sais pas, là on pose des questions par exemple sur l'écologie, bah, ce sera un thème. Ça peut être aussi d'autres choses, le rapport de la gauche avec ce qu'on appelle le gauchisme, c'est-à-dire le vrai terme de gauchisme, pas le gauchisme comme insulte, mais le gauchisme comme ce que définissait Lénine quand il parlait de gauchisme, c'est-à-dire une certaine pensée qui a tendance à être un petit peu idéaliste, quoi. Enfin bref, le but, ça va être de revenir sur plein de thématiques et essayer d'apporter une critique à la gauche qui a un petit peu qu'on va voir dans Mediapart, qu'on va voir dans certains, même si j'aime bien des choses dans Mediapart, c'est pas le souci, mais qui représente un petit peu trop de choses maintenant, et qui a effacé aussi tout un champ plus social de la gauche qu'on avait avant. T'en parlais tout à l'heure, de toute façon, dans le live. Hein. Ouais. Donc par rapport à tous ces nouveaux champs en fait de la gauche qui se sont fragmentés, tu veux dire? Enfin... Oui, par rapport à ça. Okay. Et puis, en fait, je montrais qu'il y a une continuité idéologique dans tous ces champs. C'est-à-dire que c'est pas juste des idées comme ça. Il y a toute une idéologie qui fait que maintenant la gauche elle est devenue anti-universaliste, par exemple. Bah, c'est déjà un point. La gauche universaliste et anti-universaliste, c'est vraiment tout à fait différent. Et je pense que les gens le voient pas forcément quand on applique juste ça à une idée. Quand on parle juste, je sais pas, de féminisme. On va dire il y a le féminisme universaliste, le féminisme enfin pas forcément anti-universaliste, mais en réalité c'est ça. Eh ben, faut comprendre ce que c'est que l'universalisme et ce que c'est que l'anti-universalisme pour arriver à comprendre après comment ça s'applique dans des champs comme le féminisme, comme le racisme ou des choses comme ça.
Exactement. Et c'est vrai qu'on oublie souvent de parler de ces termes. Après, c'est comme l'humanisme aussi, hein, qui peut être vu sous plusieurs angles. Hein. Moi, j'en ai parlé avec Shadowombre, et c'est lui qui m'avait appris justement que l'humanisme, c'était limite une religion en fait dans le tout premier ouvrage. Alors, je me souviens plus qui avait écrit cet ouvrage-là, mais c'est plus vu comme une vision religieuse des choses que l'universalisme, où c'est encore un peu différent, etc. Et c'était assez intéressant d'apprendre ça justement, parce que bah oui, il faut savoir d'où viennent les concepts et quels sont les concepts réels qui vont être derrière, en fait, qui vont véhiculer l'idée en fait, quoi. Malgré qu'on mette l'étiquette féministe ou autre chose. Vas-y. Ah ouais, exactement, mais je pense que bon, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais c'est ce que j'essaie toujours de faire, c'est-à-dire de montrer un petit peu des implicites. Ma première vidéo qui avait bien marché, c'était celle sur Barbare Civilisé, Missor, etc. Et vraiment, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie pas de leur faire dire ce qu'ils disent pas, mais j'essaie de montrer un petit peu jusqu'où va leur raisonnement et sur quoi ils se basent. Et là, c'est ce que j'ai essayé de faire avec la gauche et la droite. J'essaie de montrer un petit peu sur quoi la gauche et sur quoi la droite se base. Et là, dans les commentaires, il y a des gens qui disent bah oui, moi je suis plutôt de droite dans ce que je dis, et j'essaie pas de salir la droite particulièrement, mais j'essaie juste de dire si vous êtes de droite, au fond, vous partez du principe que, et puis telle proposition, et si vous êtes de gauche, vous partez plutôt du principe que telle proposition, tu vois. Ça m'intéresse vraiment parce que c'est des implicites qui forment nos opinions. Et quand on s'en rend pas compte, il y a des gens qui n'ont pas vraiment de notion de politique et donc qui peuvent avoir des opinions qui renvoient à des implicites tout à fait contraires. Ça, c'est une chose. Mais les vrais courants politiques, les partis, les vrais penseurs politiques, eux, ils connaissent leurs implicites et ils renvoient toujours à des implicites qui leur fait dire telle ou telle opinion. Et ça, je pense qu'il faut que les gens en soient vraiment conscients pour pouvoir faire des choix qui sont éclairés et pas dire en fait la dernière chose qu'ils ont entendue à la télé ou quelque chose comme ça, parce que l'opinion leur plaît, mais sans comprendre à quoi ça renvoie, quoi. Exactement. Mais souvent, les gens n'ont peut-être pas le background aussi, tu vois ce que je veux dire, pour pouvoir réceptionner des messages qu'ils voient à la télé, justement, qu'ils vont retranscrire directement, sûr, parce que voilà, ils sont séduits. Effectivement, il faut avoir un certain background à ce niveau-là, quoi. Et comment, du coup, là, c'est la démarche du vent de ta chaîne et même de celle de Génocide, finalement, c'est d'amener ce background et de donner envie d'aller voir les connaissances qui sont à la base de ces concepts pour pouvoir les maîtriser un petit peu mieux, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et puis même c'est un travail, même pour moi, c'est un travail de synthèse. Hein. C'est Hegel qui dit qu'en gros la pensée, c'est l'expression de la pensée. Et il y a vraiment de ça. C'est-à-dire que quand on dit je connais quelque chose, et qu'en fait on peut pas l'expliquer, et qu'on peut pas l'expliquer simplement à quelqu'un qui ne connaît pas, en fait on connaît pas vraiment la chose. Et donc même pour moi c'est intéressant toujours d'essayer de synthétiser, parce que quand on passe à l'écrit, on se rend compte que des fois il y a des erreurs dans nos raisonnements. Alors même des fois on se trompe à l'écrit, et puis après on a des commentaires, des mecs qui nous le disent, mais c'est intéressant. Et pour moi, et pour les gens, je pense, parce que je leur fais une synthèse après pour essayer d'avoir un avis sur tel sujet. Très bien, donc du coup, ouais, voilà, amener vraiment de la philosophie. Pourquoi ce sera problème la philosophie? C'est intéressant la philosophie pour comprendre les concepts et tout, c'est vachement utile. Bah oui. Donc, vas-y. La philosophie, c'est quelque chose que des fois les gens vont opposer à la science, alors qu'en fait ça n'a pas le même, ça joue pas sur le même tableau. La philosophie, c'est plus un discours sur le discours, donc ça peut être un discours sur la science, mais ça n'a pas une volonté à dépasser la science et à vouloir se faire des plans sur la comète en niant le réel. C'est pas du tout ça, et je pense qu'il faut que les gens s'en rendent compte vraiment que ça peut largement aider la science. Alors l'autre fois on m'a sorti que pour les communistes, la philosophie c'était une science. Non, mais c'est pas vraiment ça. Ouais. Allez, explique-moi, parce que j'aimerais comprendre ça, parce qu'on m'a sorti ça, et moi j'étais là, comment ça, une science? C'est pas une science, on parle de reproductibilité, de protocoles. Il me dit, il y a des protocoles dans la philosophie, je dis, si tu veux, ok, pour thèse, antithèse, synthèse, tous ces trucs-là, machin, mais j'avais un peu du mal, alors j'aimerais bien comprendre pourquoi on me disait ça. Non, mais c'est un peu un... C'est pas vraiment ça, le truc c'est que ce que Marx montre, et ce que je trouve assez passionnant dans l'analyse marxiste, c'est que en fait, Marx replace les choses par rapport à une anthropologie, et ce qu'il dit, c'est que tout ce qui est relatif à l'homme, ça peut être par exemple le langage et donc la philosophie, en fait, ça dépend de l'homme, et l'homme c'est quoi? Et après, il analyse une analyse anthropologique. Si vous regardez mes vidéos, vous commencerez peut-être un petit peu à comprendre. C'est que l'homme, en fait, c'est l'animal qui crée son environnement par le travail, et donc qui s'auto-crée en quelque sorte, parce que quand quelqu'un naît, il réagit avec son environnement. Mais c'est pareil chez Darwin, hein, ça c'est pas quelque chose de gauchiste particulièrement. Un animal, ça s'adapte toujours à un certain environnement. Sauf que l'homme, c'est l'animal qui peut changer son environnement durablement par la production. C'est pour ça qu'il y a tellement un intérêt pour les marxistes à penser la production, à voir qui a
qui a les rênes de la production, c'est parce que la production, en quelque sorte, pour un marxiste, c'est ce qui dirige le processus anthropologique lui-même. Et donc, les raisonnements philosophiques, pour Marx, ils sont... on peut pas les résoudre si on n'arrive pas à le remettre dans quelque chose de plus large, qui est une science de l'homme et une science de l'histoire. C'est pour ça que Marx et Engels, ils disent nous ne connaissons une seule science, ou je ne connais qu'une seule science, la science de l'histoire. C'est-à-dire que pour eux, la science de l'histoire, c'est au sens large. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait même dire que ce qu'il y a avant l'histoire, c'est, si tu veux, une dynamique dans le temps, c'est une histoire. Même pas forcément au sens humain. Comprendre du Big Bang, par exemple, à la création de la Terre, il y a une certaine histoire. Et ce qu'ils disent, en fait, c'est que si tu prends, par exemple, la Terre de manière fixe, comme ça, indépendamment de son histoire, en fait, tu n'arrives pas à la comprendre parce que tu comprends pas toute la dynamique qui s'est fait pour la créer. Et c'est pareil pour tout ce qui touche à l'homme, dont la philosophie. Et donc, pour eux, la philosophie, en fait, tu tournes en rond tout le temps si tu n'arrives pas à le remettre dans un contexte, quoi. Un contexte historique, historiquement déterminé. D'accord, donc recontextualiser à chaque fois pour justement pas effectivement tomber dans une certaine subjectivité, j'imagine, sur les thématiques ou effectivement dans la philosophie où ça va peut-être tourner rond. J'ai pas vu le bouseux 5, on s'en fiche. Mais ah ouais, on m'a dit quoi juste avant? Peut-on parler de matérialisme scientifique par rapport à, j'imagine, la science, la philosophie. Matériel scientifique, je pense qu'il y a beaucoup de... Ça c'est des recherches presque plus ontologiques. Il y a Georges Gastaut qui écrit beaucoup là-dessus. Il y a... je comprends pas trop la question parce que à part si on nie la matière, il y a quelques physiciens qui disaient que la matière, comment ils disaient, la matière s'évapore. C'est-à-dire qu'avec les découvertes en physique quantique, on disait que la matière avait tendance à être beaucoup plus illusoire, quoi, ou des choses comme ça. Mais non, on peut parler de matériel scientifique, je vois pas pourquoi on pourrait pas dire ça. Après, peut-être que lui, sa question, c'est plutôt est-ce qu'on peut parler de sciences de l'histoire ou de choses comme ça. Là, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais quand on est marxiste, on pense qu'on peut parler de sciences de l'histoire. On pense en fait qu'on peut parler de sciences de l'homme en général. Et en fait, le marxisme a un peu pensé qu'il n'y a pas d'opposition absolue entre le sujet humain, par exemple, et l'objet. C'est-à-dire que l'homme est déterminé, et on peut penser l'homme scientifiquement, rationnellement, on peut objectiver le sujet. C'est un petit peu là que se jouent les choses, et c'est pour ça que des fois ça choque les gens, parce que ça paraît totalement inhumain de penser scientifiquement quelque chose comme nous, où on a toujours l'impression d'être unique, de ne pas pouvoir être pénétré par la science, quoi. Très bien. Ah, c'est très bien. Très bien répondu. Intéressant. Alors, du coup, tac, on dit bon boulot, merci à toi. Donc, comme quoi, voilà, ça lui a convenu, sans doute, comme réponse. Alors, du coup, on va faire intervenir l'essence démo qui voulait te poser une question, peut-être réagir par rapport à ça. L'essence démo, vas-y. Ouais, merci. C'était sur l'aspect philosophie et science. Est-ce qu'on peut dire que la science est née de la philosophie? C'est plutôt le raisonnement philosophique qui a donné la science au final, qui a donné beaucoup de choses. Ah, je dirais l'inverse. Hein. Je pense que, enfin, d'ailleurs, même historiquement, Thalès intervient avant Socrate. Je veux dire, je pense que la philosophie, c'est quand on commence à essayer d'avoir un raisonnement scientifique sur le domaine du langage, sur le domaine Socrate, c'est qu'est-ce que le courage, comme si il y avait une logique et qu'on pouvait expliquer ce qu'était le courage, comme on peut expliquer pourquoi le feu brûle ou des choses comme ça. Mais est-ce que pour toi, c'est pas déjà de la philosophie, ça? C'est du raisonnement où on se pose la question, on remet en cause le monde qui nous entoure, on le questionne et on cherche des réponses. Pour moi, c'est ça la philosophie. Tu vois, tu me dis Thalès avant Socrate, mais Thalès, dans son raisonnement, faisait de la philosophie. Oui, bien sûr. Non, mais il y a des gens qui considèrent Thalès comme un philosophe aussi. D'ailleurs, je pense que c'est vrai. Mais il y a quand même un raisonnement. Le raisonnement, par exemple, sur sur les astres ou sur des choses comme ça, c'est un raisonnement qui est assez peu philosophique et qu'on a plus tendance à classer dans le raisonnement scientifique. Et c'est vrai qu'on peut questionner la barrière qu'il y a entre la science et la philosophie. Est-ce qu'il y a vraiment une barrière Ouais, parce que moi non, tu vois. Justement, sur les astres... moi non, même, non, pour moi, justement, c'est des raisonnements... Même les croyances, ou etc., qui remontent à loin dans l'histoire de l'homme, pour moi, c'est déjà de la philosophie. À partir du moment où... Mais c'est vrai que c'est pour ça que je te posais aussi la question, c'est comment toi tu le voyais, parce que je pense que la croyance de base, c'est justement pas de la philosophie.
Bah, c'est la philosophie pour moi qui amène aux croyances. Après, c'est encore autre chose, C'est pas la mais même chose pourtant. Hein. non, La j'ai pas dit que pour moi, la philo, ça a tendance limite à pouvoir te détacher des croyances. non, Ouais, je veux dire, c'était déjà les raisonnements Non, mais- philosophiques Oui. qui amènent aux croyances, comme les raisonnements d'où philosophiques tu amènent sors- à la science, Ah bon. aux mathématiques, ou etc. D'accord. C'est- Ah, c'est attends, vraiment ça que je- on va demander à Paduring. Vas-y, Paduring. Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, je pense pas que ce soit possible parce que ça sous-entendrait que les gens se posaient des questions avant de croire. Enfin, c'est quand même. Et je sais pas, t'imagines un homme de Néandertal en train de faire de la philosophie avant de créer une croyance. Enfin, c'est évident qu'ils avaient Je des peux y croyances et qu'après ils ont questionné ces croyances. Une croyance, c'est une réponse qu'on croit avoir sur quelque chose, et avant une réponse, il faut se poser la question. Et pour moi, ce raisonnement philosophique, il se place ici, c'est que d'abord on se pose une question, et après on y appose une croyance. Parce que Mais- dans le sens inverse, c'est pas Mais possible. pourquoi Attends, Paduring, et après, moi, je te demanderai pourquoi. Enfin, moi, je vais te dire pourquoi. Vas-y, Paduring. Un raisonnement typiquement, ce dont je parlais tout à l'heure, où le marxisme se base souvent contre ça, c'est-à-dire des raisonnements qu'on dit un peu métaphysiques, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose à un instant T, on en fait comme une idée, un truc très fixe, et après on se dit, ben regarde, actuellement c'est pas possible que j'ai une croyance parce que il faut que je me pose une question pour avoir une croyance. Mais dans la réalité, quand un bébé naît, il va pas se poser la question avant d'avoir des croyances. En fait, il va être déterminé par des choses et puis il va implicitement comprendre des trucs sans jamais avoir à se poser la question. On se pose pas la question est-ce que le Père Noël existe avant de croire au Père Noël. On nous apprend que le Père Noël existe et puis après, quand on est plus vieux, on peut se poser la question. Et je pense que toi, tu prends le raisonnement un peu par la fin. Maintenant, oui, si t'as plus de 18 ans, tu peux te poser une question puis après avoir une croyance. Mais en fait, dans la vie réelle, tu te poses jamais la question avant d'avoir la croyance. Là, j'ai compris ce que tu disais. Tu parles plus dans l'individualité d'une personne. Moi, je parlais plutôt dans le sens absolu de la chose. Ça veut dire le raisonnement. Parce que là, quand tu parles du Père Noël, par exemple, c'est une croyance qui s'est instaurée. Mais regarde, l'essence des mots. L'essence des mots. Par exemple, regarde, tu prends un bébé, ok, il va naître et tout. Si tu le mets dans un environnement où il n'y a pas de croyance religieuse, il va pas aller forcément chercher le divin mais comme toi tu vas l'entendre. Il va pas. Pour moi, il y aura forcément une... écoute pas, laisse-moi finir. Sinon je te mute encore. Donc si jamais t'es atteint, donc t'as la subjectivité, d'accord, l'abstraction qu'on a la capacité d'avoir, ok. Tu vas créer du coup tes croyances, ok, dans ton environnement. En fait, après, il y a des croyances qui vont se perpétuer, la tradition, tout ça, machin et tout. Mais la croyance en elle-même, comme je sais pas, on voit l'ésotérisme tout à l'heure qui me dit l'ésotérisme était là avant la religion. Alors dans la religion, il y a des choses qu'on va séparer. On va parler d'ésotérisme et d'exotérisme déjà. On va pas forcément avoir que l'ésotérisme du coup. Et je suis pas sûr que l'ésotérisme était là avant les religions. Parce que du coup, les religions, c'est de l'ésotérisme et de l'exotérisme dans leur contenu, leur façon de faire et selon les rituels, les choses comme ça, voilà, les cérémonies, machin, parce que ça fait partie en fait surtout de choses qui sont anthropologiques à la limite. C'est même pas, enfin, la philosophie vient entrer là-dedans parce qu'elle permet de justifier à la limite la religion, la croyance. Et pour moi, je pense que dans ce cas, on se sert de la philosophie pour justifier des croyances ou des choses là, mais la philosophie n'emmène pas forcément à la croyance, voire même elle va plutôt t'en détacher puisqu'elle va te rendre compte, te rendre compte de l'absurdité des choses, peut-être, du fait qu'il y a, voilà, il y a des causalités, mais que dans l'humanité en elle-même, il va y avoir des choses qui sont très variables et tout. Enfin, je sais pas, ça te détache plutôt de l'idée qu'il y a un dieu et justement une détermination par un acte extérieur en fait. Mais je sais pas, après c'est mon avis, mais je vais demander à Paduring. Enfin, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense qu'on est assez d'accord ensemble. Je vois pas, mais que ce soit dans l'histoire en général, l'histoire de l'homme ou dans l'histoire d'un individu en particulier, je vois pas à quel moment on pourrait penser qu'on a posé des questions, qu'on y a répondu, qu'on a cru un truc. Enfin, je pense qu'il y a eu des croyances avant et puis qu'après on les a remis en cause. Je vois même Ouais, pas. non, moi je vois pas franchement, je vois pas les choses comme ça. Pour moi, sans parler de l'individualité, je pense qu'on est obligé d'avoir des croyances. Et que ces croyances répondent à des questions qui sont posées soit par nature, on va dire que une attente, c'est déjà une question, une attente sur le monde. Là, tu parlais du truc comme dans l'histoire humaine, comme si on ne pouvait pas forcément se poser de questions. Je pense que ça s'est complexifié au fil du temps et que c'est des questions qu'on s'est posées, mais dans le sens absolu de la chose, pas individuellement, je parle, dans le sens de l'histoire de l'humanité.
Alors, Je vas-y, suis pas dur. plus d'accord avec toi là. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, tu veux dire, on pose pas vraiment la question, c'est un peu un espèce d'implicite à ce moment-là. Oui, Voilà, peut-être. voilà. Oui, mais dans le raisonnement philosophique, ça veut dire que c'est le raisonnement qui est philosophique. On a déterminé que c'était de la philosophie après, mais est-ce que tu vois dans l'essence que moi j'en parle, c'est vraiment la nature du raisonnement de l'homme, de Oui, mais ce questionnement. Je pense que ta définition de philosophie, elle est trop large parce qu'elle comprend en fait toutes les religions, plein de choses comme ça. C'est un petit peu large. Je pense que la philosophie, c'est quelque chose où il y a une logique, où il y a quelque chose de partageable entre tous, sans même avoir besoin d'être totalement déterminé. C'est la figure de Exactement. Socrate. C'est pourquoi est-ce que tu penses ça, quoi. Et puis tu dois t'expliquer. Et puis il faut que tout le monde comprenne ta réponse pour dire que c'est vrai. Oui, parce que même au-delà de large, je dirais primaire. C'est vraiment primaire. J'essaie d'avoir le raisonnement primaire, de le voir d'abord primaire, et après de comprendre comment ça s'est complexifié. Tout à l'heure, tu parlais justement pour comprendre quelque chose, il faut être capable de l'expliquer de manière simple. Et je pense aussi que pour comprendre quelque chose qui est complexe, il faut remonter à sa source de la simplicité. Parce que moi, je pense que le monde s'est construit comme ça. Tout va du simple jusqu'au complexe. Tout se complexifie. Comme le corps humain, d'une cellule à 2 cellules à 3 cellules. Tout d'une simplicité. En fait, toutes les complexités du monde sont composées de simplicité. Et moi, j'ai souvent ce raisonnement justement philosophique de toujours remonter à la source des choses pour en comprendre l'essence, en fait. Mais je pense que tu m'as bien compris parce que là, ce que tu disais, c'était ça. Non, mais j'ai compris ce que tu veux dire, mais tu utilises des mots en fait qui ont qu'on comprend. Je sais pas, la philosophie, c'est quelque chose d'un petit peu déterminé. On comprend tout ce que c'est. En fait, tu parles de ça en parlant d'un truc qui est beaucoup plus large. Alors oui, c'est sûr que il y a un développement historique des concepts presque implicite, naturel. On comprend pourquoi on s'est mis à penser, je sais pas, la causalité, puis on s'est mis à comprendre des causalités différentes, ça s'est complexifié. Mais bon, ce dont tu parles, quel mot tu utiliserais du coup quand tu utilises philosophie. Quel mot tu utiliserais du coup Parce que moi, j'utilise ce mot, je comprends ce que tu dis, mais je sais pas quel mot utiliser d'autre pour en parler. Je sais pas, un développement des concepts logiques dans l'histoire, sincèrement, je sais pas, c'est compliqué. Ça, c'est plus. En fait, faut pas amener ça à la philosophie. C'est-à-dire que là, tu prends en fait d'autres trucs qui sont pas forcément exactement de la philosophie. Après, je vois ce que tu veux dire aussi. C'est vrai que. Mais souvent, quand tu parles de philosophie, Sciences Déo, tu vas prendre tout ce qui est conceptuel, etc. Tout ce qu'on pourrait conceptualiser. Mais le problème, c'est que c'est pas ça la philosophie. Après, tu peux jouer avec les concepts. Tu vas prendre un concept. Du coup, après, avec la philosophie, tu vas pouvoir le décortiquer. Et la méthodologie de la philosophie peut aussi te permettre justement de te dire est-ce que c'est pertinent si ce que j'essaye de percevoir sur ce sujet, par exemple, ce concept spécifique, et comment tu vas pouvoir le contredire et te rendre compte peut-être jusqu'à quel point ça peut même arriver à l'absurde. Moi je conclus souvent par l'absurde. Alors je pense qu'en fait le problème c'est que je parle de philosophie plutôt que parler de philosopher. Là de ce que tu as dit, c'est ça que je comprends. Je pense que j'aurais plus dû parler de philosopher plutôt que philosophie, parce que la philosophie effectivement peut-être c'est trop défini, alors que philosopher, là on est en tout cas pour moi, on est dans le raisonnement justement par ces concepts, etc. C'est peut-être plus juste de parler de philosophie. Je sais pas, ça. Je suis pas sûr. Je sais pas. Je pense que là, c'est une question, surtout. Là, tu fais de la sémantique pour pas grand chose. C'est la philosophie. Ah non, il y a quand même un cadre. C'est important. Oui, justement. C'est pour ça que je te dis, il y a un cadre dans la philosophie, façon de parler. Même si tu peux en faire chez toi, hein, c'est pas le problème. Dans ta tête même. Mais par contre, comme tu dis, philosopher, non, c'est de la discussion dans ce cas. Tu discutes avec des gens, tu échanges. Et après, ça n'empêche pas que tu puisses pas développer des idées, mais c'est pas des outils. Enfin, la philosophie a quand même certains outils pour te permettre de penser les choses en fait. Parce qu'il y a des références. En fait, la philosophie en fait c'est un référentiel de comment on peut penser les choses, on va dire. Comment tu peux penser et à quoi tu arrives à penser quand t'as vu ce raisonnement chez un autre philosophe et chez un autre, et chacun arrive à tel ou tel raisonnement, et après toi derrière, tu vas pouvoir un petit peu justement explorer. C'est ça l'outil aussi de la philosophie, ça te permet aussi de savoir comment de te permettre de voir si toi quand tu penses certaines choses, est-ce que c'est bien articulé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, voilà, à la limite, ça c'est plus la logique peut-être. Oui, c'est de la logique en plus, mais voilà, la philosophie, ça te permet d'utiliser ta logique pour après jouer avec tout ça. Logique, voilà. C'est un peu ça. Mais bon, c'est dur c'est pour ça qu'il pourrait y avoir un aspect pseudo-scientifique, on va dire, dans la philosophie, voire même scientifique, si jamais, voilà. Oui. Tout à l'heure, on spirituel même. Spirituel. Non, mais... Alors, la philosophie, elle vise l'objectivité, et c'est pour ça qu'elle a un aspect un petit peu scientifique. Mais par contre, il y a des questions où on peut facilement tourner en rond si on reste dans une approche un petit peu métaphysique,
qu'est-ce que le courage, et puis on n'arrive pas à définir le courage, et puis on tourne en rond totalement parce que, C'est Laura. en fait, est-ce qu'il y a vraiment une réponse à ça alors enfin, c'est... Eh ben, pour moi, après peut-être qu'on sera pas d'accord, mais pour moi, là tu parles de science, pas de philosophie, parce que tu veux, en fait, d'un raisonnement philosophique, pour moi, tu veux le déterminer. Donc en fait, à partir du moment où tu veux l'identifier, le déterminer, là on rentre dans la science plus matérielle, on va dire, où on détermine les choses et on leur donne un... Comment tu détermines Tu parles de philosophie, tu parles plus de tout ce qui touche aux croyances, aux religions, aux Non, spiritualités. non, franchement, non, je parle Tout à l'heure, du t'as parlé de raisonnement, de mystique. concept. Mais tout à l'heure, t'as parlé de mystique, t'as dit que Parce tu que pouvais là, inclure dedans. justement, pour moi, tourner en rond sur des questions et pouvoir tourner en rond indéfiniment, justement, la philosophie permet ça. Parce qu'en fait, même si on veut être objectif, on ne pourra jamais l'être. Et même si on essaye de t'arrives à une le faire, conclusion, c'est des quand même. raisonnements. Il y a toujours un aspect du concept au conceptuel ou à la conception. Entre concept et conception, c'est pas la même chose, même si c'est lié. Et tu parlais de métaphysique, justement, le métaphysique vient avant le physique. Hein? Oui. Méta, la source Non, du mais mot oui, méta. je sais, mais métaphysique, c'est au-delà du physique, si tu veux, machin et tout, pas de soucis. Mais c'est ce ça qui n'a rien à précède, voir. ce Mais qui l'essence, précède c'est l'existence. l'essence aussi. Bah voilà, ouais, l'essence. D'accord. Oui, mais là, c'est. Enfin, c'est bancal, c'est-à-dire que c'est. Enfin, bon, pas du ring. Non, mais je pense qu'on est juste tout simplement pas d'accord. C'est Mais deux après, visions. non, mais comme qui souvent, sont tu pas vas les mêmes. t'exprimer un petit peu de manière. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que là, par exemple, t'arrives à la mystique, en fait. Tu vois, là, t'arrives dans de la mystique, on arrive dans. Mais non, Alors, mais là, on c'est m'a toi- demandé. Attends, laisse-moi prendre la parole. Ouais. D'ailleurs, on m'a demandé l'exotérique. Alors, l'exotérique, c'est ce qui est montré, façon de parler, souvent, on va dire ça dans le milieu, quoi. Et l'ésotérique, c'est ce qui est caché, on va dire. C'est la science cachée, la science exposée, c'est l'exotérique, en gros, qui est extérieur. Pas du ring, vas-y. Oui, je pense que... Enfin, ce que tu définis, c'est presque l'inverse de la philosophie, parce que la philosophie, c'est ce qui veut justement échapper à la croyance. Cite-moi un philosophe qui essaie justement pas d'échapper à la croyance. Enfin, tous les philosophes, ils essaient de prouver quelque chose logiquement. Tu prends, je sais pas, Descartes, Kant, même Platon, Aristote, c'est des gens, ils peuvent se tromper, je veux dire, mais ils essaient de prouver quelque chose de manière objective, rationnelle. Ils essaient pas de faire un truc qui est dans la croyance et qui tourne en rond. Alors, l'essence des mots, je te laisse passer un dernier mot, et ensuite on va passer à d'autres parce qu'il y a du monde. Et Vas-y. justement, je pense, après, c'est peut-être une question de comment on les comprend, mais j'ai totalement compris ce que tu dis. Mais justement, échapper à la croyance, c'est justement comprendre que le monde qui s'oppose à nous et qu'on observe n'est pas le monde vrai. C'est une réalité qu'on perçoit, mais ce n'est pas le monde vrai. Et la philosophie et le raisonnement, justement, je sais pas comment dire, mais le méta-raisonnement, on pourrait dire, j'en sais rien. Mais c'est justement comprendre que le monde auquel on fait face n'est pas, n'est pas forcément vrai, que c'est une interprétation. Oui, bon, ça c'est la critique de la raison pure, ça c'est Ouais. dire que oui, Comprendre que le monde est croyance. mes perceptions sont subjectives, Voilà, que le monde mais est une ça reste. croyance. Oui, bien sûr, mais ça n'a pas forcément de rapport. Justement, on essaie un peu d'outrepasser ça quand même. Voilà, de réobjectiver un petit peu les Ouais, choses. mais Que... je comprends, Attends, je comprends l'essence des... Alors voilà, on va passer à d'autres choses, pas grave. Et moi, je vais juste te dire, je vais juste rajouter un petit truc. C'est, par exemple, moi j'ai parlé beaucoup de psychologie anomalistique. À un moment donné, toi tu parles justement de subjectivité quelque part. C'est-à-dire, en gros, voilà, tu disais pour la tête intellectuelle, mais c'est pas ça. Mais tu peux pas être subjectif tout le temps. Et la philosophie, elle a quand même cette volonté d'essayer d'objectiver la chose, le concept. Oui. Après tu vas pas pouvoir tout objectiver, tu vas dire l'amour, on va l'objectiver comme ça, c'est pas possible. Enfin, le courage non plus, justement, c'est pour ça qu'il te disait voilà, il y a du concept que tu peux analyser, on va dire, tu vas tourner justement autour de tout ce qui entoure le concept, mais après tu vas essayer soit de conclure quelque chose, ou soit justement tu n'en conclus rien en fait, parce que voilà, ça sert à rien. Mais la subjectivité va te perdre justement, parce que trop de subjectivité ça rend fou en fait, c'est ce qui fait que tu deviens un peu mystique et que tu peux faire voilà, une épiphanie, façon de parler. Donc il y a des fois où voilà, la philosophie, je pense que c'est quand même plus concret que ça. Mais bon, pas du Ah oui, bien sûr. Alors. Oui, le but de la philosophie, c'est justement ça, c'est d'outrepasser la subjectivité. Mais vraiment, la figure de Socrate est très bien pour ça, parce que c'est quelqu'un qui arrive, quelqu'un dit je crois savoir quelque chose, enfin il dit qu'il sait quelque chose, et puis lui, il lui dit essaie de l'expliquer, quoi, essaie de montrer à tout le monde que ce que tu dis, tout le monde peut l'entendre, et qu'en fait c'est pas purement subjectif, c'est pas ton ressenti à toi qui croit que tu peux dire que tu sais quelque chose. Je pense que toute l'histoire de la philosophie, ça a toujours été dans le but de dépasser le subjectivisme. Ce qui est assez d'ailleurs un petit peu gênant actuellement, c'est qu'on est souvent dans des philosophies qui sont très subjectivistes, et justement on va à l'encontre de tout ce qui s'est passé jusqu'à
jusqu'au 19e siècle, en gros. La plupart des philosophes ont toujours voulu dépasser ça, et puis après on est revenu un petit peu dans des choses individualistes, subjectivistes. C'est une philosophie qu'on dit parfois, bon, on peut dire postmoderne, mais même avant les postmodernes, tout ce qui est Husserl, tout ce qui est même Nietzsche et comme ça. C'est des philosophies qui s'inscrivent en réaction avec tout ce qui s'est fait entre Platon, en gros, Platon et Hegel, ou Platon et Marx même. Donc c'est assez intéressant de poser cette question au final, cette question de est-ce que la philosophie c'est subjectiviste, parce que on nous pousse un petit peu à croire ça, mais je pense que c'est pas vraiment ce qui s'est toujours fait, et je pense pas que ce soit vraiment le but de la philosophie. Je pense que c'est presque un écueil de rester dans quelque chose de subjectiviste. Je suis bien d'accord. Mais alors du coup, est-ce qu'il n'y a pas une fuite du matérialisme quelque part? En fait, c'est une sorte de grande crainte de ce monde matérialiste qu'on nous promet finalement, parce que c'est ça qui arrive, c'est un monde très matérialiste. Et il n'y a pas une peur de ça finalement? Il y a un monde matérialiste dans le sens on achète des biens matériels, mais par contre actuellement les penseurs sont très idéalistes. Oui, mais au niveau de la science, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a la science qui avance de plus en plus, justement il y a beaucoup de matérialisme là-dedans, façon de parler. Donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas une crainte justement des penseurs de ça en fait? Le matérialisme, c'est toujours été quelque chose d'inquiétant, parce que ça remet en cause un petit peu cet esprit. Quand on vit, on a toujours l'impression qu'on est immortel, tout ça. Donc c'est sûr que le matérialisme, ça peut poser des inquiétudes. Mais par contre, je pense pas que ce soit forcément un problème, parce que le matérialisme, ça peut aussi être quelque chose de salvateur. Et la plupart des philosophes matérialiste, que ce soit Épicure c'est quand même quelqu'un, sa philosophie est plutôt rassurante. C'est vous inquiétez pas de la mort, parce que si vous êtes mort, vous le sentirez pas vu que vous êtes mort. Donc soyez plus dans une vie heureuse. Après, on a les philosophes matérialistes d'avant la Révolution française, les philosophes des Lumières matérialistes comme Diderot. Après, on va avoir des philosophes comme Marx et Engels. C'est des gens qui sont plutôt pour le progrès social. Donc même si ça fait peur, le matérialisme comme ça, quand on nous dit ah oui, en fait t'es mortel et puis ton esprit c'est de la matière, je pense qu'il y a quand même beaucoup de bien à en attendre, alors qu'une démarche totalement idéaliste est souvent assez réactionnaire, mais même sur le plan social. Pas que sur le plan social, parce que d'ailleurs dans ma vidéo je vous montre par exemple l'exemple de l'avortement. Ça pourrait être, tout à l'heure il y avait quelqu'un qui disait l'exemple du sexe avant le mariage. C'est pareil, c'est toujours des démarches très idéalistes qui vous interdisent des trucs pour parce qu'il faudrait pas, parce que soit Dieu l'a dit, soit parce que c'est contre nature ou des choses comme ça. C'est toujours une démarche qui est très idéaliste, ça. Exactement, ouais, puis c'est idéaliste et fantasmé, qui torture pas mal, quoi. Enfin, c'est une torture peut-être même pour la liberté de l'être, en fait, de ce qu'on est, enfin, de nos envies à un certain moment, sans forcément faire n'importe quoi. C'est pas être soumis à nos pulsions. Alors, l'essence démo qui veut tenter une dernière question, et après il s'en va, et ensuite ce sera Didouné Laka, et après Petit Astro. Oui, petite question un peu personnelle, et pour savoir si moi je suis dans le mystique ou pas, parce que bon, je sais pas si c'est pas plus chez Mandrill. Moi je te l'ai déjà dit. Non mais peut-être, mais c'est t'as le droit. Mais souviens-toi aussi sur la méditation, ce que tu m'avais dit, et tu as une interprétation aussi des choses, comme beaucoup quand je parle avec eux, où moi je vois que j'ai pas la même. J'ai même demandé à Psychoquack pour la méditation. Mais ouais, mais justement, tu vois qu'il était plus dans un sens où. Oui, mais il n'est pas contre le fait qu'on fasse de la méditation, mais il va pas accorder des bienfaits de ouf, à part le fait que, bah oui, si t'as des sportifs ou quoi, ça peut être utile, mais il va pas aller te dire de faire de la sophrologie non plus, tu vois. C'est ce que je disais, moi j'en parlais pour le sport, moi qui étais sportif. Alors, et je parlais juste pour, est-ce que, Passe du Ring, penses-tu qu'il y a quelque chose, une mémoire ou une conscience après la mort? Oula. Juste, c'est une question comme ça. Non, je pense pas. Et bon, c'est peut-être plus des conversations qui se feraient chez Mandrill, mais moi, ce que je te dirais, c'est que dans un raisonnement un peu philosophique, si tu écartes de ton objectif, si tu recherches l'objectivité et que tu t'écartes de la croyance, est-ce que tu pourrais pas te dire scientifiquement que vu que quand tu es enfant, il faut bien que tu sois adulte pour te souvenir que tu étais enfant, sinon il n'y aurait rien. Il y aurait rien à se souvenir, ce serait le néant, ce serait peu importe. Et vu que le temps n'est pas quelque chose qui existe forcément, est-ce que tu penses que tu pourrais vivre ta vie si après il n'y aurait rien, pas en gros un stockage de mémoire, que ce soit, je parle pas de toi en tant que personne, hein, Monsieur Passe du Ring ou quoi, je parle en tant que énergie
est-ce que tu penses que s'il n'y aurait pas une trace mémorielle des choses, est-ce que les choses pourraient exister? Parce qu'il n'y aurait personne, en fait, pour se souvenir des choses qui sont passées, sachant que le temps, en fait, si on s'intéresse au temps tel qu'il est vraiment scientifiquement, c'est pas quelque chose qui passe du passé et qui va vers le futur. C'est quelque chose qui, en fait, qui est déjà là. Oui, mais le Et passé c'est et le plutôt futur, c'est notre cerveau qui l'interprète, c'est pas le temps. Oui, non, mais justement. Donc, en fait, Ouais. en vérité, c'est Il y a quelque chose l'usure qui après, hein. est déjà... Tout est déjà passé. Et le monde, c'est un peu comme une succession, comme un film d'images. C'est comme presque un livre déjà écrit qui prend vie au moment où on le lit. Ah, non, il vit Je le me suis un monde. peu écarté, là. Je Non, me mais suis un il peu vit le écarté. monde. Regarde, quand t'as la mer qui passe, il y a de l'érosion. Enfin, tout ça, c'est vivant. C'est pas genre, il y a quand même un passé et un futur du coup. Tu vois. Enfin, c'est que Mais tu le veuilles ou quand non. tu Tu vois, casses un verre c'est pas par terre. écrit en avance. C'est pas genre une nappe qui a été bougée. D'un coup, il y a des plis. Mais Et en fait, quand tu- l'univers c'est la nappe. Et tu sais, c'est la théorie de Burinshtein, ça. Tu vois, c'est Objectivement, là, c'est de la croyance parce que objectivement, c'est comme un Bogdanov verre. avec si le tu DVD, balances quoi. par terre- Si tu balances un verre par terre et qu'il casse, Oui. tous les morceaux de verre vont exploser dans Ouais. 15 milliards de directions différentes avec tel degré, etc. Mais si tu avais toutes les informations nécessaires pour comprendre, tu saurais très bien ce qui va se Mais il passer reste parce cassé qu'en en fait, fait. c'est la causalité des choses en fait. Non, mais il est cassé le verre. C'est tout. Oui, Tu non mais ça, comprennes ou non, il est cassé. c'est Tu encore vas autre pas le chose. réparer. Ah, non mais ça, c'est à notre Le subjectivité temps et est à là. nos Du vies. coup. Là, la question que je parlais, c'était plus pour penser qu'il y a quelque chose après, une sorte de stockage mémoriel énergétique ou peu importe, plutôt que le néant, plutôt qu'il n'y ait rien. Parce que rien, c'est déjà quelque chose. Mais c'est-à-dire. Il n'y a pas rien, il oui, y a voilà. pas rien. Vas-y, vas-y. D'abord, il y a le monde qui reste, et puis, enfin, je vois pas pourquoi il y aurait le néant après ma mort. Enfin, il reste Qui le se monde après. souvient- T'as une vision, je pense, qui est un petit peu centrée, toi, par rapport à la perception que toi tu as du monde, et pour toi, le monde, c'est ta perception. C'est pour ça que tu dis aussi que le temps n'existe pas un petit peu indépendamment de toi, alors que je parlais tout à l'heure de causalité, mais la causalité, par définition, c'est quelque chose de temporel. Il y a eu quelque chose avant, une cause, et puis après, il y a un effet. Donc, ça sous-entend déjà le temps. La causalité, il peut pas y avoir de causalité sans temps, déjà. Exactement. Alors, l'essence des mots, je te laisse souvent- répondre. Vas-y, Ouais. je te laisse répondre. Calme-toi. C'est souvent qu'en fait, Après, je on vois passe à autre que chose. C'est sûr. tu dis complètement l'inverse, où tu dis que je suis dans la subjectivité, alors que le temps, en objectivité, scientifiquement, quand tu t'y intéresses réellement, tu peux regarder même des conférences de, comment il s'appelle, le physicien connu, là, Étienne Étienne Klein. Klein, oui, c'est lui Ou- qui des ou fois même dit des d'autres, conneries en conférence aussi. Hein, mais bon, c'est pas Ou grave. même d'autres. Non, mais même d'autres, j'allais dire, parce que c'est pas ma référence, mais il y en a d'autres qui sont encore plus intéressants, mais peut-être moins connus, qui parlent du temps et qui en parlent d'une manière très objective et qui en fait arrivent à comprendre que le temps, c'est pas quelque chose qui s'écoule en soi, c'est plutôt quelque chose qui s'écoule justement en soi, mais c'est pas quelque chose qui Non, mais attends, s'écoule tu en vérité. confonds. Non, tu confonds ce que les gens, le monde, l'univers vit dans sa temporalité réelle et ce que des calculs mathématiques, etc., vont conclure d'une autre situation qui est beaucoup plus macro. On n'est pas sur du micro, etc. Machin. C'est-à-dire que le justement. temps, effectivement, ne s'écoule pas exactement pareil au fin fond de C'est pas l'univers. subjectif, c'est objectif. Sur je sais pas quelle constellation à la con où voilà les planètes sont énormes, je sais pas quoi, etc. Mais Peut-être non, que mais enfin je veux dire l'horloge cosmique effectivement peut-être qu'il y a des sortes de petits décalages, tu vois, ce qui est logique, comme quand voilà si tu tournes dans l'espace tu vas peut-être vieillir de quelques minutes de plus, etc. Voilà, ça on le sait, mais c'est pas dû à ce que le temps n'existe pas. Enfin tout ça c'est une histoire de justement de mathématiques, de physique, enfin voilà, ça s'explique, c'est pas genre un truc de science en fait. un peu éthéré, tu vois, c'est pas éthéré le temps. Ah, mais Même c'est pas c'est- parce c'est que- pas grave. C'est pas parce que le temps est relatif ou que le temps est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. C'est vrai qu'on a toujours tendance à penser le temps comme nous on le voit, mais c'est pas pour autant que le temps n'existe pas et qu'il n'y a pas d'intériorité, de présent et puis de passé, de présent et de futur, quoi. Je vois pas vraiment le rapport. Ça peut être beaucoup plus complexe que ça, mais à ce moment-là, c'est plus du temps s'il y a plus d'avant et d'après. Exactement. Alors, Didou Nekala, est-ce que tu veux intervenir sur le sujet de la philosophie, la gauche est-elle morte, etc., etc. Pas le temps, pas le temps. Juste pas le temps. Ah oui, oui, oui. On a pas le temps de parler D'accord, du temps, sinon on hein. était parti dans un truc, j'étais en... Oh, mais comment je vais rebondir avec cette histoire de Tu temps là? rebondis Est-ce comme que une je vais avoir bonne le balle. temps? Allez, Tellement horrible. Non, déjà, Boing. je voulais remercier. Merde, j'ai déjà oublié son blaze. Pas During. Merci, désolé. J'ai pas suivi sa vidéo, je la trouvais très pertinente, même sa chaîne en général, je la trouvais bien. Donc Merci. déjà, merci
non, voilà, vraiment, j'ai trouvé ça bien et c'est par le biais de Moisy que j'ai trouvé ta chaîne. Non, vraiment cool. Et en fait, je trouvais qu'il y avait quelque chose aussi, une question que je trouvais assez pertinente, c'était effectivement la notion d'essentialisme et de constructivisme que tu t'abordes, je crois, au début de la vidéo, et qui en fait pourrait... Hein? Toute la vidéo même. Hein. Oui, voilà. Et en fait, je trouvais ça assez pertinent dans un sens où, bah, effectivement, il y avait ces questions de qu'est-ce qui nous détermine dans un certain sens. Enfin, qu'est-ce qui nous, pardon, donc, justement, qu'est-ce qui en fait nous fait que nous sommes nous-mêmes? Est-ce qu'en fait c'est parce que par essence, en fait, voilà, bah, c'est comme ça. Si t'es né comme ça, bah, en fait, tu vas finir comme ça. Il y a une espèce de voie toute tracée, un peu traumatisante qui va venir. Confronter toute ta vie, ou bien il y a plein d'éléments, plein de facteurs un peu extérieurs qui font que bah, tu finisses comme ça. Et en fait, ça, j'ai trouvé ça extrêmement pertinent que tu en parles. Après, je voulais aussi que tu... Et ça fait un peu écho aussi à ce qu'on dit, c'est-à-dire que bah, finalement l'identité en soi, dire que bah, être ci, être ça, quand tu as un point de vue constructiviste, bah, c'est un petit peu bizarre dans le sens où bah, tous les chrétiens, par exemple, ne vivent pas la même réalité. Hein. Et en fait, il y a aussi une question de... Et la plus grande déconstruction en fait qui fait que tu te retrouves ainsi ou ainsi, c'est surtout la construction sociale. Et en fait, là où en fait tout le monde peut à peu près. Alors, je m'arrête maintenant. Est-ce que vous me suivez ou pas? Oui. Oui. Ah, ok, parfait. J'ai peur par contre qu'il y ait plusieurs points dans ta question et que j'oublie un petit peu au fur et à mesure. Donc essaye de faire. Non, ok, bah en fait, je vais aller plus vite à ma question. Je vais aller plus vite dans ma question, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, on reproche en fait à une certaine gauche d'oublier à une certaine gauche d'oublier en fait cette question d'universalisme, étant donné qu'ils se définissent d'une certaine manière, notamment par leur genre, par leur couleur de peau. Voilà, je me on peut parler de race maintenant, c'est un truc, parce qu'on parle de racisé, hein, voilà, c'est pas insultant, hein, c'est juste que, voilà, je précise. Et moi-même, je trouvais ça, en fait, un petit peu décalé par rapport à toute la construction que j'avais moi-même, enfin tous mes rapports en fait que j'avais sur la question de l'universalisme, mais avec le temps en fait j'y m'y suis un petit peu plus, je suis beaucoup plus axé avec ce genre de choses, étant donné que finalement qu'est-ce qui nous identifie, bah c'est peut-être aussi d'une certaine manière les persécutions, et en fait qu'est-ce qui fait que on puisse englober les gens par leur identité, mais c'est aussi par le biais de leur persécution. C'est-à-dire que je pense que personnellement je me sentirais jamais autant français si j'étais dans les tranchées parce que j'étais français en fait. Et de la même manière, je me sentirais jamais autant homosexuel ou noir si j'étais persécuté de cette manière-là. Donc est-ce que finalement, et ça c'est quelque chose qui est souvent évoqué par Édouard Louis dans son dernier... Enfin, il dit pas nous sommes ce que nous subissons, il dit plutôt nous sommes ce que nous faisons pas. Et un petit peu l'inverse de ce que disait Sartre, d'une certaine manière, c'est ce qui nous interdit de faire qui fait que nous sommes. Je sais pas ce que tu en penses et voilà. Elle est assez compliquée ta question. C'est quoi vraiment la synthétise-là en quelques mots? Parce que là tu me sors à la fin une citation de Harloui. Ouais, qu'est-ce que tu penses des gens qui, par exemple, assez vite, du wokisme, par exemple, qui se disent, des personnes qui se disent, voilà, je me revendique tel ou tel, je me revendique tel ou tel, tu me revendiques tel ou tel, c'est-à-dire soit LGBT. Moi, si je me revendiquais, par exemple, ouais, je suis un arabe et tout, je disais tout le temps, bah moi, je suis un arabe et puis laissez-moi tranquille parce que je sais pas, je suis LGBT, tiens, voilà. Moi, je considère plus que français. Plus que français, par exemple. Et moi, par exemple, j'ai juste dire. Pas que français, par exemple. Vas-y. Pas de ring, vas-y. Je pense qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du ressenti individuel, c'est-à-dire que moi, je m'en fous que quelqu'un se ressente de telle ou telle manière. Ça, c'est pas forcément là que je joue, parce que ça m'intéresse pas forcément dans le sens où j'ai pas à mettre mon nez dans si quelqu'un se sent je sais pas quoi, se sent trans ou se sent racisé ou quelque chose, parce qu'en général en plus il l'est, hein, c'est pas vraiment le souci. Mais par contre, ce qui est plus gênant, c'est quand il y a toute une analyse politique qui se centre sur le sujet et qui se centre après sur la particularité du sujet,
et qu'on oublie complètement des analyses plus larges dans lesquelles ça peut s'intégrer, mais qui ne sont pas censées être soumises totalement à une analyse, par exemple, de genre. Maintenant, par exemple, on a les trois choses mises sur le même pied. On va avoir le capitalisme, on va avoir le patriarcat, on va avoir aussi l'ordre blanc, par exemple. Et puis, on ne comprend pas vraiment comment ça s'abrique. On a l'impression qu'il y a une pluralité de déterminismes, qu'il n'y en a pas un plus important que l'autre, et qu'en fait, chaque sujet choisit quel est le plus important et pour lequel elle va se battre. Et en fait, je pense que pour le coup, on parlait tout à l'heure d'objectivité, de rationalité, je pense qu'on sort d'une analyse rationnelle, un petit peu plus... peut-être un petit peu moins subjective, centrée sur le sujet, qui permet de comprendre des dynamiques qui se jouent à l'échelle à l'échelle politique. Par exemple, il y a des milliardaires qui tiennent les médias. C'est pas si tu es milliardaire et puis que tu as un certain genre qui est censé être plus persécuté que d'autres. Alors, tu seras peut-être persécuté pour ton genre, mais tu seras quand même milliardaire et tu pourras quand même acheter un média. Donc, on a des dynamiques de pouvoir qui ne sont pas équivalentes entre certaines persécutions, comme le genre par exemple, et puis entre ce qui peut tenir vraiment la société, qui va être le niveau de richesse ou des choses du genre. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense effectivement il y a des persécutions qui sont vachement plus majeures que d'autres. Mais par exemple, pendant longtemps, c'est pas que je légitimisais pas la chose, mais en fait, si tu veux, il y avait une espèce de l'intersectionnalité. Je pense que tu connais très bien le mot et ce que ça veut dire. Mais je pense qu'en fait, nous-mêmes, dès lors que on ne subit pas plusieurs persécutions à la fois, on se rend pas compte en fait à quel point, par exemple, d'être racisé, en fait, c'est vraiment hardcore. Et par exemple, ça paraît bête, tu vois, mais je pense que pour pas mal de femmes, ça devait être hardcore d'être femme, malgré le fait qu'elles devaient être bourgeoises, parce que femme, tu vois. Oui, et je pense évidemment. Mais c'est des luttes progressistes, c'est pas le problème. Et en plus, il y a des gens, quelqu'un qui se fait frapper parce qu'il est noir ou quelque chose comme ça, ça va plus jouer sur sa vie peut-être que son niveau social, son niveau économique. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est que dans l'analyse de la société, après faire passer ce qui au plan individuel peut être plus important pour toi comme quelque chose de surdéterminant toute la société, je pense que ça peut être une erreur et ça peut amener à quelque chose de dangereux et puis être presque avoir l'effet inverse parfois. Ouais, bon, je sais pas, tu vois, je suis pas tellement d'accord dans un sens où des fois, j'ai vraiment l'impression que, tu vois, c'est vraiment aussi une grande partie de la gauche que je trouve un petit peu dommage dans un sens où, au bout d'un moment, quand on parle un petit peu du genre de grandes thématiques, enfin de thématiques qui me semblent assez importantes, c'est-à-dire les thématiques de transphobie, les thématiques d'islamophobie, ce genre de choses, à chaque fois, on me ressort en fait le truc. Non mais on s'en fout, il y a la lutte des classes d'abord. Alors j'entends, oui, effectivement. Il y a la lutte des classes, mais il y a aussi ce truc-là, tu vois. Je suis en mode. C'est pas que c'est d'abord, c'est que c'est en même temps, mais. En même temps, oui, je suis d'accord. Faut pas arriver à un niveau où tu as une division où chacun choisit un petit peu un combat où on va aller que dans un truc sans faire d'analyse, on va dire au niveau social de ce qui est vraiment déterminant. Mais ça n'empêche pas qu'il faille les faire de toute façon tous en même temps. Ah oui, je pense qu'il faut plus en même temps. Et si tu veux, il y avait quelqu'un qui, je trouvais, qui était effectivement assez. Enfin, si tu veux, au sein même de toutes ces luttes, si tu veux, il y a une espèce de. À chaque fois, on nous ressort ça, c'est-à-dire que, des fois, il y a une manifestation LGBT, il y a une partie de la gauche qui disent, ouais, mais bon, la lutte des classes, ou bien même la lutte contre le racisme, etc. Et en fait, je pense qu'il y a une certaine temporalité à gérer. C'est que je pense qu'il faut vraiment à ce qu'il y ait une lutte, en tout cas à gauche, une lutte intersectionnelle, c'est-à-dire qu'en fait on choisit, on sectionne à chaque fois ce genre de choses, et pas qu'en fait on n'en parle jamais, parce qu'effectivement il y a des prolos et des gens qui subissent effectivement leur classe sociale très basse, qui en viennent en fait à être racistes malgré eux, parce que voilà, et je pense qu'effectivement, et non, je pense qu'il faut qu'il faut taper partout, quoi. Et ça, je pense que comment dire,
la droite joue un petit peu sur ce genre de dissonance en mode ah oui, mais vous voyez finalement ceux qui revendiquent ces mouvements LGBT, c'est un peu des bourgeois, c'est un peu des bobos, etc. Et je dis, bah oui, mais non, en fait, on s'en fout, tu vois. Voilà, c'est un petit peu oui, point. après, ça dépend. On s'en fout, ça dépend de comment c'est fait, mais le truc, le problème de l'intersectionnalité, c'est pas forcément les gens qui vont s'en revendiquer, parce que au final, moi je dirais que je me retrouve d'accord avec eux sur la plupart des sujets, parce que je veux dire, le sujet, que ce soit des femmes, du genre, de la race ou des choses comme ça, entre le discours que je tiens et le discours de l'intersectionnel, même si c'est pas le même discours, dans la réalité, au final, ça se rejoint, on va dire. Et par contre, le problème de ce discours, c'est qu'il est dangereux parce qu'il prend la chose à revers, parce qu'il part du sujet, il se dit bah tiens, il y a telle persécution, telle persécution, telle persécution, telle persécution. Il en fait des systèmes séparés, et c'est pour ça qu'après on a le terme intersection. Si on a le terme intersection, c'est parce que les choses partent de manière séparée puis se rejoignent à un endroit. Moi j'ai la démarche inverse qui est une démarche d'objectivation générale de la société pour ensuite comprendre les choses de manière. Si tu veux, c'est une démarche qui part du large et qui arrive à la loupe, alors que eux ils partent de l'individu et après ils s'écartent et ils arrivent à t'expliquer que tout est à peu près pareil, parce qu'en fait on parle des oppressions et on parle pas des dynamiques générales de la société. Je sais pas si tu vois la différence. En gros, on pointe vraiment des petits détails, pas la dynamique générale de la société. Oui. C'est même pas de pointer des petits détails, c'est qu'on on les pointe mal, si tu veux. On fait quelque chose qui est très dangereux parce que on part d'un point de vue très subjectif et on fait jouer tout le temps sur ça, au lieu de partir d'un point de vue où on comprend vraiment ce qui se passe et après où on peut régler les problèmes en profondeur, si tu veux. Ouais, je le vois, mais en fait, si tu veux, par exemple, sans en fait ces grandes luttes, ces grands sujets d'intersectionnalité, j'aurais jamais, je me serais gardé en fait la définition que je me faisais du patriarcat, tu vois, par exemple. Pendant longtemps, je m'étais dit, ok, ouais, tu vois, genre le patriarcat pour moi c'était un truc qui voulait pas dire grand chose, voire voilà, qu'un truc assez galvaudé et assez une espèce de totem que finalement le féminisme se cachait derrière. Mais finalement, à force de m'intéresser énormément au sujet, moi je me suis rendu compte que bah non, en fait c'est un truc qui est immense, c'est complètement, c'est tellement grand qu'on peut véritablement le mettre sur le même piédestal que le capitalisme, même des fois le confondre avec le capitalisme. C'est-à-dire que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû lire le livre Qui a tué mon père d'Édouard Louis. C'est un livre qui justement parle du patriarcat et que je trouve qui est extrêmement intéressant dans nos manières à nous, parce que le patriarcat ça se fait pas non plus que faire subir les hommes, les femmes, mais aussi les hommes, les homosexuels. Et en fait, on doit en fait avoir une espèce de comportement ultra viril. Alors question bête, qui profite du patriarcat par certaines classes? Ah bah voilà, c'est ça, une certaine classe, oui, mais... Est-ce que c'est le patriarcat le problème réellement, ou du coup c'est aussi un fonctionnement global d'une société? En plus tu peux rajouter le patriarcat, mais finalement tout le monde le subit, je sais pas, c'est compliqué, je sais pas, après je sais pas, mais vas-y, pas du ring peut-être? Je pense qu'il y a un peu des deux, je pense pas que des fois, il y a des mecs qui vont réduire tous les trucs, par exemple le racisme à la classe. Je veux dire, il y a quelqu'un qui subit le racisme, qui se fait frapper dans la rue pour sa race. Enfin, c'est pas forcément. Il pourrait même être riche et puis se faire frapper pour sa race. Tu vois, c'est pas vraiment le souci. Donc c'est pas réductible totalement à ça. Mais par contre, oui, dans les dynamiques de génération des choses, quand on part tout le temps de la persécution du ressenti individuel, en fait on est dans une démarche qui est irrationaliste. On part jamais de quelque chose on va dire d'objectivable où on comprend vraiment ce qu'on dit. On part de un tel qui sent qu'il est oppressé, vu qu'il sent qu'il est oppressé, ça veut dire qu'il y a une oppression, on remonte à un système d'oppression et en fait on arrive à un truc qui est florissant et on comprend plus rien. Moi c'est ça que je critique au fond. Ok, alors Didou, je te laisse répondre, ensuite ce sera Petit Astro. Didou. Non, mais effectivement, je pense que de toute manière, c'est une thématique qui est assez neuve. Enfin,
Peut-être parce que c'est moi qui l'ai rendu neuf dans les thématiques auxquelles je m'intéresse. Mais de toute manière, tu vois, il y a c'est aussi des luttes qui ont pas 100 ans, tu vois. Et effectivement, du coup, il y a pas mal de choses, pas mal de biais, pas mal de détails auxquels il faut, au sein de la gauche, se mettre d'accord et avoir aussi nos garde-fous à nous. C'est-à-dire que, bah, je pense effectivement, il y a une espèce de fourre-tout de toute manière dans les luttes à gauche qui, en fait, moi, pendant longtemps, je pensais que c'était des fourre-tout, mais finalement ont quand même une grande légitimité en termes de lutte. Mais oui, effectivement, ça peut. Voilà, c'est à la gauche, c'est dynamique, c'est Jeune et dynamique. la lutte, ça part partout, voilà, c'est ça. Mais c'est bien, mais ça m'intéresse. Parfait, Lizou, Merci. je vais faire intervenir Petit Astronome, donc qui a une connexion de merde, mais qui est parmi nous. Miaou. Astro, es-tu parmi nous? Hop. Bonsoir. Bah, hop. Vas-y, pas du ring. En plus, Alors, tu aimes bien pas du ring. J'espère que vous m'entendez bien. Ouais. Oui. Oui. On t'entend. Bonjour à tous. Je profite pour faire. Il se trouve que Pas du Ring est intervenu dans le live de Yeux Clos et a pris mon identité. Alors, comme je sais bien limiter, ce qu'il faut qu'il comprenne, il n'a pas compris Michel Clouscar. Alors, que dit Clouscar dans ses livres? J'essaie d'imiter un maximum des vidéastes, c'est pour ça que j'essaie de t'imiter un petit peu. Alors, ça marche pas trop bien. Ah, ça marche pas. Allez, viens, on fait. Astro, tu es mort? Attends, ouais, je vérifie ma connexion. Mais t'inquiète, tout va bien, tu es parmi nous. Vas-y. Alors, vas-y, viens-en au fait, sans limitation et sans Clouscar et sans Loïc Chéniaud. Laissons Loïc très loin. Oui, je suis bonne, je sais, merci. Faites des gens, je suis la pute la plus bonne de tout le YouTube game. Alors moi, la génocide, pas du ring, plein d'autres gens, tout ça, Greg, tout ça. Vas-y, Astro. Pardon. Bon, alors déjà. Ah oui, t'as un gros décalage à chaque fois que je parle. Vas-y, pardon. Vous m'entendez ou pas? Oui, vas-y, je parle plus. Oh putain, attends. Je vais juste me déco-reco parce que c'est une horreur. T'inquiète. C'est des problèmes de Discord, des problèmes du live. Pas du ring, t'as un peu de temps devant toi encore? Pas de problème. Je pense parfait. que je vais quitter après Petit Astronome. Ok, parfait. Eh bien, Petit Astro, on va attendre qu'il se déco-reco et au moment de son retour, nous pourrons continuer la discussion. Donc du coup, alors t'as fait la collab avec Anna Génocide encore une fois, c'est pas la première fois, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc du coup, ça va se faire encore sur plusieurs vidéos, la collab? Non, je sais pas. Après, moi, je lui ai demandé pour le texte, quoi, parce que c'était. J'avais un texte qui était un petit peu long, donc plutôt que de le lire, je me suis dit que c'était plus marrant, mais. Parfait. Alors du coup, est-ce que vous m'entendez bien là? Ouais, on t'entend parfaitement. Ok. Alors du coup, moi déjà, je voudrais te remercier pour avoir réussi à trouver les mots sur un truc que moi j'avais pas compris depuis plusieurs années, c'était le niveau du rapport philosophique à l'homme entre la gauche et la droite. Et moi, on l'a vu, il y a quand même différents types de gauche, différents types de droite. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, en 2021, tous les courants de gauche partent sur le même principe philosophique et tous les courants de droite partent sur le même principe philosophique? Ah non, pas du tout. Pas du tout, mais c'est justement ça qui va être intéressant au fur et à mesure de la série de vidéos, donc je ne vais pas forcément spoiler, mais il y a des gens qui peuvent se dire de gauche et qui ne le sont pas forcément parce qu'ils ont des a priori philosophiques qui sont exactement les mêmes que certaines personnes qui vont se dire de droite. Et qui sont au final des a priori philosophiques, je pense, plutôt de droite. Ouais. Quelqu'un comme Pierre Rabhi, par exemple, que des écolos de gauche vont adorer. Sincèrement, Pierre Rabhi, ça respire pas le progressisme. En même temps, ça respire l'anthroposophie, hein, clairement. Acte Sud, tout ça. Bref, Astro, vas-y. Ouais. Alors ensuite, je me disais si tu allais aborder dans les prochaines vidéos, on va dire les différences, toujours le clivage gauche-droite, mais sur le plan par exemple étatique, sur le plan économique, sur le plan social ou même sur le plan autoritaire. Est-ce que tu vas ensuite expliquer les différences entre les divers droites et les différences entre les divers gauches?
Alors, je vais pas forcément m'atteler trop sur la droite, parce que là, vraiment, le but, c'est de critiquer un petit peu des idées ou des courants de gauche qui sont actuellement surreprésentés. Je pense pas qu'ils soient vraiment majoritaires dans la pensée des gens, mais disons qu'ils sont surreprésentés dans la représentation à gauche, ou dans les médias, ou dans les partis, quoi. Alors, à la droite, après, on fera peut-être ça d'autres fois, mais c'est que, en général, quand je fais des vidéos critiques de réponse à des gens, je le fais pas exprès, mais il se trouve que je réponds souvent à des mecs de droite parce que bah, c'est des gros cons, donc des fois on va m'envoyer la vidéo ou quoi. Non, des gros comptes, hein. Du coup, on va m'envoyer la vidéo. Et puis je trouve ça un peu ridicule, donc je réponds et je me dis ouais, ça peut être intéressant d'expliquer ça par rapport à cette vidéo. C'est vrai que Juju est une source inépuisable de vidéos, enfin de réponses. Donc. Bah Juju, mais Juju, je me suis vraiment tapé beaucoup de Juju, ma vidéo sur Barbare, Civilisé, sur Missor et tout. Je me suis tapé vraiment beaucoup de contenu nietzschéen comme ça. Et c'est pour ça, mais Juju, j'en ai des pelles dans mes documents, des trucs sur lui. Donc bon, là, je me suis permis d'en utiliser un peu parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont intéressants pour comprendre comment un raisonnement de droite marche. Genre quand on te dit un truc, ouais, quand on te renvoie des choses à la nature humaine, à un truc antérieur et tout, en général, c'est toujours un raisonnement de droite. C'est pour ça que Pierre Rabhi est de droite au fond, parce que ça va être un raisonnement toujours hyper, il y a des thématiques, comme je disais dans la vidéo la dernière vidéo là, thématique adamique, c'est avant c'était le pays de cocagne et puis l'homme est venu bouleverser un équilibre naturel. La notion d'équilibre naturel, c'est une notion qui est vraiment très très réacte. Ça voudrait dire que la nature a été voulue comme telle, elle est équilibrée parce qu'elle est comme ça. C'est vraiment mère nature, c'est un truc mystifiant. C'est-à-dire qu'on croit plus en Dieu, mais en fait on comprend la nature comme on comprend Dieu. On comprend la nature avec un grand N. En fait, c'est exactement pareil que Dieu. C'est peut-être aussi pour ça que peut-être que Darwin à son époque il a choqué parce qu'il a montré que la nature, il y avait aussi un ordre hiérarchique entre certaines espèces, mais que c'était aussi chaotique, que c'était pas forcément beau, que c'était aussi cruel. Moi, je donne toujours l'exemple du lierre qui étouffe un arbre pour monter le plus haut possible, et voilà quoi, qui va se servir de. Enfin, c'est pas juste, c'est comme ça, ouais. C'est là où je me disais, est-ce que vraiment. C'est anarchique, c'est chaotique. Est-ce que vraiment, lorsqu'on parle d'inégalité naturelle par la nature, etc., est-ce que tu penses que c'est un peu par fainéantise, ou peut-être parce qu'ils ont vraiment peur de faire mal les choses s'ils veulent les changer, ou est-ce que c'est juste un prétexte pour maintenir l'ordre établi, pour maintenir un roi, pour maintenir une autorité, de dire en fait on l'a établi comme ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi je me vois mal un mec vraiment tout en bas de la société défendre cette inégalité naturelle, alors que en fait les gens qui les défendent c'est surtout les gens pour on va dire garder leurs privilèges, garder leur statut on va dire de dominateur, comme ça quoi. Bah, après ça c'est toute la question de l'idéologie, c'est-à-dire que l'idéologie c'est toujours quelque chose qui est inconscient et qui sert inconsciemment quelqu'un, mais c'est pas forcément voulu, c'est pas un mec qui complote, mais c'est que si on n'a pas cette idéologie pour se défendre en tant que groupe social, notre groupe social périclite. Donc si on reste un groupe social dominant, c'est parce qu'on arrive à avoir une idéologie qui est à peu près cohérente et puis qui permet de supporter les différentes contradictions qu'on va avoir et qui vont vouloir prendre notre place de classe dominante. Et après, quand on fait de la propagande et tout, on arrive à se retrouver avec des types qui ont une idéologie de droite alors qu'en fait eux, ça leur est totalement délétère. Quand tu vois un type qui est un prolo qui va voter pour la destruction de la sécurité sociale, il y en a, ça n'a aucun sens. Oui, il y en a, ouais. Disons qu'il ne sert pas sa classe sociale dans laquelle il est. Ouais, bien sûr, c'est pour ça, c'est pas du tout mécanique. Il y a des caricatures du marxisme qui sont souvent faites d'ailleurs par des non-marxistes qui vont te dire regardez, ce gars-là, il est prolo, il vote contre ses intérêts, mais on ne dit pas que c'est impossible de voter contre ses intérêts. Mais par contre, il y a des intérêts qui sont objectifs. Et en général, c'est quand une classe est consciente de ses intérêts, c'est pour ça qu'il y a la notion de conscience de classe dans le marxisme, qui est importante, qu'elle arrive au mieux à s'exprimer, on va dire. Alors après, j'avais une question, parce que vous parliez de croyances juste avant, et je me disais, à propos de la science, parce qu'on dit souvent que la science est peut-être également une croyance, est-ce que toi tu penses que l'ensemble des disciplines scientifiques, ça résulte en une croyance, ou est-ce que c'est un ensemble, on va dire, plutôt de suppositions ?
l'ensemble des disciplines scientifiques, tu te demandes si c'est une croyance ou si c'est un ensemble de suppositions. Mais en fait, je comprends mal. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, au final, sans s'en rendre compte, on croit à la science comme on croirait à une religion. Oui, Toi, non, mais ça, je trouve ça tout à fait faux, mais c'est quelque chose qui rejoint un peu ce dont on parlait tout à l'heure quand on parle de subjectivisme. Ben c'est un peu ça, c'est penser que en fait tout est relatif, qu'il n'y a pas de vérité, et puis qu'au fond, alors moi je veux bien que la science ça marche pas, mais au final on a quand même quelque chose qu'on vit qui est réel. On voit bien, par exemple, le développement. Je sais pas, moi, ta voiture, elle est pas comme étaient les voitures il y a 70 ans. Portable, le portable, par exemple. On a des bases physique quantique. On a des bases qui sont quand même. Là, on a certaines bases en physique, bases en mathématiques, où les gens n'ont pas détruit, on va dire, ces bases, tu vois. Par exemple, on dit souvent que Einstein a détruit Newton. Non, Einstein s'est basé sur Newton pour apporter un complément, pour expliquer le pourquoi du comment, en fait. Et jusqu'à preuve du contraire, donc du coup, oui, c'est pas une jusqu'à preuve du contraire. Ça, ouais. Oui, mais ce sera pas un contraire qui vient totalement nier en disant ouais, en fait, c'était totalement faux. Ça viendra comprendre qu'en fait, c'est plus compliqué que ça, mais qu'il y avait quand même une part de vrai chez Einstein. Ce sera ça, si on dépasse Einstein. Ce sera pas ouais, en fait, non, c'était totalement faux, c'est basé sur des conneries. Je partage aussi un petit peu l'avis d'Astronogeek là-dessus, qui disait le jour où il y aura quelqu'un qui arrivera à contredire Einstein, eh ben, il se retrouvera dans les bouquins d'histoire, mais est-ce que vraiment ce sera possible de le contredire un jour? Est-ce que ce sera simplement juste, on va juste le compléter en fait? Remarque, comme Einstein on peut avoir tort en le contredisant. Peut-être. Ouais. Après, j'avais une question aussi sur le rapport entre le constructivisme et l'essentialisme. Et vu que tu avais fait une vidéo sur le wokisme, je crois que c'était ta première vidéo, est-ce qu'au final, le wokisme, enfin... Sur le bouseux, c'était une vidéo déjà qui était en avance sur son temps, on en parle encore aujourd'hui. Ouais, bon, on va pas en parler de ce sujet, mais en gros, pour cette pensée-là, en fait, on part sur des principes, du coup, philosophiquement de droite, si je me trompe. C'est-à-dire, on part du principe qu'il y aura certaines inégalités naturelles, c'est-à-dire que des gens seront privilégiés par essence, par nature, et des gens seraient opprimés par défense et par nature. Pas dans le même intérêt, c'est-à-dire, c'est pas dans l'intérêt de maintenir l'ordre établi, et c'est plutôt dans l'intérêt de défendre ceux qui sont opprimés par nature. Mais au final, est-ce que c'est pas justement une logique essentialiste? Est-ce que c'est pas une logique un petit peu... pas une logique historiquement à gauche, philosophiquement? Si, je pense qu'il y a une logique, dans le wokisme qui est en définitif assez essentialiste, mais caché derrière un constructivisme. Et justement, ça j'en parlerai, c'est assez dur à... Enfin, c'est dur à comprendre. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est évident parce que justement, c'est les mecs qui se veulent vraiment les plus constructivistes et au final, ils sont toujours soit dans une vision très libérale de l'individu, où l'individu ce serait un truc en soi parfaitement indépendant de tout, ce qui est totalement essentialiste, soit un rappel à la nature, c'est-à-dire qu'on dit que ce qui est maintenant, en fait on dit tout est une construction sociale, mais on dit comme c'est une construction sociale, c'est que c'est factice, c'est que c'est arbitraire, c'est que ça ne devrait pas être, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas le statut, le statut de la construction sociale comme étant constitutive, comme étant l'essence même. Je parle dans la vidéo de la définition marxiste et de l'essence humaine. Il dit l'essence humaine est la totalité des rapports sociaux, c'est-à-dire que c'est un espèce, c'est pas un essentialisme dans le sens où c'est pas une essence métaphysique, mais il parle d'essence humaine comme étant quelque chose de socialement construit. Eux, ils parlent de construction sociale tout le temps, mais au final, ils vont finir par le critiquer et par dire oui, bah, c'est une construction sociale, donc en fait, ça n'existe pas vraiment parce que derrière la construction sociale, on est censé avoir soit un individu, donc une essence individuelle, on ne sait pas d'où elle sort, soit la nature. Et au fond, ils vont se baser un petit peu sur les mêmes présupposés qu'une pensée de droite sans le savoir. C'est pour ça qu'ils parlent de déconstruction, c'est qu'il faudrait arrêter certaines constructions là. Après, moi personnellement, je suis d'accord avec certains woke quand ils disent que certains aspects de la société sont effectivement des constructions sociales. La question, c'est savoir est-ce que c'est forcément mal, est-ce que c'est forcément bien, ou est-ce que voilà. Après, je pense que ça dépend de la morale de chacun. Je sais pas si ça dépend de la morale de chacun, mais le fait que ce soit des constructions sociales,
Bah, c'est simplement un fait. Et je sais pas, par exemple, la tradition, c'est une construction sociale tout autant que le genre, tout autant que la nation. Et une fois, moi, il y a un trotskiste qui m'a dit, oui, bah, la nation, c'était le truc totalement nazi pour lui, voilà. Il me dit, ouais, mais ça n'existe pas, la nation. Si tu regardes la Terre depuis l'espace, bah, tu verras pas des petites frontières avec des nations. Je lui dis, ouais, mais la nation, bah, c'est une construction sociale, c'est quelque chose dans le temps, ce qui fait que maintenant, bon, on arrive à se sentir français, bah, parce qu'on a une certaine éducation, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a plein de choses, voilà. Et bon, il me dit non, je sais pas quoi et tout, mais je lui dis, ouais, mais à ce moment-là, le genre, c'est exactement pareil, et enfin, si tu veux pas de dire la nation n'existe pas, et dire 2 secondes après, le genre existe, parce que les deux, c'est des constructions sociales, au fond. Ouais, en fait, peut-être que le débat maintenant ne se constitue plus dans est-ce que ça c'est une construction sociale ou pas. En fait, je pense que tout est construction sociale, mais la question maintenant c'est savoir lesquelles on est en accord, lesquelles on n'est pas en accord, lesquelles on voudrait déconstruire, lesquelles on voudrait garder. Je pense que ça va plus se baser sur ça. Ouais, bah, tout est construction sociale sur le plan humain. Oui. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire la nature, la biologie, c'est aussi une construction sociale. c'est ça le problème. Un peu compliqué. Mais sur le plan humain, la religion, c'est pas quelque chose de biologiquement déterminé. Même si après, on peut trouver des schémas qui poussent l'homme, je sais pas, à croire. C'est pas pour autant qu'on explique le matériau, ce qu'il y a à l'intérieur de la religion. Pourquoi on dit, je sais pas, Dieu le Père, pourquoi on dit quelque chose comme ça. Après, moi je me suis posé aussi la question par rapport à la baisse électorale. Alors il y a plein de gens qui ont dit c'est parce que la classe ouvrière va plus voter à droite, parce que maintenant on ne parle plus à gauche, on parle plus trop de la classe ouvrière. Il y a aussi d'autres explications qui disent qu'en fait c'est parce qu'il y a une multitude de partis maintenant, il y a beaucoup de micro-partis qui ne peuvent pas se saquer entre les deux, et du coup ça va diviser les votes, parce qu'ils sont pas capables, ils ne veulent pas, je pense, une alliance totale de la gauche pour espérer vaincre la droite en 2022. J'espère me tromper, mais je pense pas que ça va malheureusement se faire. Et il y a Greg Tabibian qui lui a un truc, qui a un concept plutôt intéressant qui s'appelle le dilemme de la gauche. Alors est-ce que tu en as déjà entendu parler de ce dilemme de la gauche? Du tout. Alors, c'est quoi le dilemme Alors, en de la fait, gauche pour résumer, ouais. Tabibian il explique que il y a une partie de la gauche, peut-être les social-démocrates, ou peut-être le Parti socialiste, etc., qui ces dernières années a essayé, philosophiquement comme politiquement, de bouffer à tous les râteliers. C'est-à-dire d'essayer d'avoir le soutien de tout le monde, mais au final, vu que la société est quand même divisée sur plein d'aspects, il crée en fait des sortes de dissonances cognitives. Par exemple, lui, son argument, c'était de dire on va voter le mariage pour tous, et voilà, en 2013, le Parti socialiste, qui était au pouvoir, il y a eu le mariage pour tous, voilà, il y a eu la reconnaissance des identités de genre, etc., etc. Et en même temps, on va faire en sorte que tous les musulmans ou tous les chrétiens puissent avoir leur droit total à croire et à pratiquer leur religion, sauf que au sein de certaines communautés religieuses, on a un fondement beaucoup plus essentialiste que la logique, on va dire, des LGBT, qui sont eux beaucoup plus constructivistes et qui pensent que là on peut améliorer l'humain, qui pensent que qui s'opposent, on va dire, à la doctrine religieuse. Et en fait, le dilemme de la gauche, c'est de vouloir bouffer à tous les râteliers et au final de pas plaire à tout le monde et diviser les votes. Est-ce que tu penses que ça pourrait être un truc comme ça qui serait l'un des facteurs, on va dire, de ce désintérêt à gauche? Oui, mais de toute façon, ça c'est un peu pareil à droite, sauf que la droite a su avoir peut-être des partis qui sont un petit peu plus larges. Mais oui, le personnage de Mélenchon, par exemple, est intéressant parce que c'est quelqu'un qui était un petit peu de la gauche universaliste dans les années 90, et puis c'est pour ça d'ailleurs que Zemmour lui a rappelé quand ils ont fait un débat, c'est que tout ce qu'il pensait avant, c'est le contraire de ce que pensent certains woke de son parti, et du coup, ça colle pas du tout, parce que c'est-à-dire que même une personne comme lui va pouvoir bouffer à tous les râteliers à 2 ans d'intervalle, quoi. Donc oui, c'est très problématique, parce que déjà ça décourage les gens parce qu'ils votent plus pour des partis qui ont des lignes claires, et en plus de ça, t'as jamais confiance dans quelqu'un qui bouffe à tous les râteliers, quoi, qui est un peu girouette politiquement, opportuniste habituel, hein. C'est comme Mélenchon, malheureusement, des trucs comme ça, où il y a après tout le monde est opportuniste, hein. Oui, mais t'as des vrais opportunistes qui retournent leur veste, quoi, tu vois, c'est pas genre, bien sûr, tu vois. bien sûr.
Sûr, après, moi, il y a des candidats que j'aime bien. Par exemple, j'aime bien Roussel. J'aimerais pas qu'il retourne sa veste sur certains sujets pour espérer grappiller plus de votes, tu vois. Parce que je suis quand même déçu par beaucoup de politiciens à gauche. Et du coup, moi, j'avais une dernière question. Alors, pour aller un petit peu dans un truc un peu plus fun, si toi, tu es président, est-ce que tu soutiendrais le projet d'un camp de réinsertion sociale aux îles Kerguelen? Avec Anna Genossi en ministre, Ah. bien sûr. Avec de la Anna justice. Genossi en ministre. Ouais, non, mais évidemment, ça. Ouais. Ça, c'est sûr, parce qu'en plus, l'île Kerguelen, ça doit être un joli territoire, je pense. Oui. Je pense qu'il y a des cailloux à casser. C'est Voilà, ça. encore les Ça peut cailloux. éduquer les gens, ça peut être pas mal. T'es dans un espace sécurisé en fait, t'es dans un safe space, t'es bien, et voilà. Et ah oui, justement, ça me fait penser, toi, qu'est-ce que tu penses des safe space? Mais la différence Ah. entre un safe space, par exemple, en privé, ce qui est tout à fait, tu vois, moi je pense que c'est tout à fait normal d'avoir des safe space en privé, le fait de pas vouloir forcément aller vers l'inverse politique pour pas se faire harceler ou pas se faire emmerder. Et toi, qu'est-ce que tu penses de certaines propositions de la gauche qui refusent d'inclure certaines personnes dans des manifestations ou d'inclure certaines personnes par essence en fonction de leur couleur de peau ou en fonction de qui ils sont dans des lieux publics pour justifier justement la diversité ou la sécurité? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est assez dangereux, mais ça peut être intéressant parfois quand c'est des choses, par exemple, pour les femmes victimes de violences. Quand quelqu'un a un traumatisme et qu'il a besoin, par exemple, je sais pas, de pas voir d'homme pour pouvoir parler, ça peut être tout à fait cohérent. Par contre, quand c'est dans une manifestation, que le but c'est de rassembler, bah, évidemment, tu vires s'il y a des mecs qui viennent juste pour casser les couilles, Ouais. qui sont, voilà, mais sinon, il n'y a pas besoin de virer les gens selon leur couleur de peau par avance en disant que de toute façon, parce qu'ils sont de telle couleur, ils vont être gênants, quoi. Mais bon, je pense que Peut-être que c'est un peu ça. aussi contre-productif au final. Ah bah, évidemment, oui. Et tiens, Évidemment, parce que ça, on a une vidéo de Valex sur le thème, et puis... et tiens, justement, quand t'as des blancs qui le font de l'autre côté, on a quelqu'un qu'on connaît, un gros-blanc, qui a du coup le CP, qui n'est là que pour rassembler des blancs. Est-ce que ce n'est pas logique qu'une réactance du coup de ce genre-là qui soit créée en fait Ou est-ce que c'est une réactance ou moi, c'est je trouve- simplement la je même trouve que C'est la c'est politique phénomène, des Pierre, femmes, mais- en fait. C'est la même chose, mais dans le sens inverse. Mais je trouve que après lui, je sais pas s'il se revendique suprémaciste blanc ou j'en Non, sais non, rien, mais il dit que c'est un safe space de blanc, quoi, européen. Ouais, non, moi je suis pas d'accord avec les safe spaces de blanc. Façon de Je trouve parler, que c'est hein. également contre-productif. Hein, En plus, c'est des dynamiques de race qui vont pas très loin, parce que blanc, enfin... oui, puis C'est c'est pour du ça que c'est racisme. européen. Hein. C'est pour ça que c'est européen. C'est genre moi je peux pas, je suis métis, mais pas européen, donc moi je peux pas. Mais un autre blanc européen il peut. Un turc il peut, je pense. Donc, en fait, c'est du communautarisme un peu raciste, peut-être sur les bords, je crois. Enfin, c'est pas... Après, ça se trouve les C'est Turcs carrément peuvent y raciste. aller. Hein. Bah un turc c'est européen. Je sais pas. Ouais. J'ai pas demandé Après, si les Turcs bon, étaient acceptés. ça. J'aurais demandé. Je suis sûr pour Cro-Blanc, Bah, c'est moins européen qu'un Australien. Hein. C'est sûr. C'est sûr. Bon, bah, moi, c'est tout ce que j'avais à poser Ouais, comme parfait. question. Donc merci Bah, pour les super. réponses. Nickel. Et puis bonne continuation. Et puis bonne fin de live à tout le monde. Merci. Ouais, beaucoup. merci. Eh bien, Moi, je pas de vais devoir y problème. aller aussi, du Pas coup, de si soucis. ça dérange pas. Mais il n'y a aucun problème, non, mais merci à toi d'être passé. Donc la chaîne de Pas du Ring, je vous ai mis aussi le hashtag dans la chaîne qui sera en description. Je vous le remets aussi tout de suite, donc Pas du Ring, la chaîne. Comme ça, bonne nuit à toi, hein. Merci d'être passé. Je te laisse partir tranquillement si tu veux. Mais voilà, je voulais mettre Merci la à tous. chaîne. Et comme ça, vous pourrez aller voir ces analyses un petit peu avec justement Adal. Enfin, Adal. Avec Antoine, ce sera mieux comme ça. Et comme ça, vous pourrez un petit peu profiter allègrement de ce contenu, parce que c'est plutôt cool en vrai, ça fait du bien d'écouter ça en off, en plus souvent t'es bien calé, donc voilà. Et tiens, ça se trouve, je te démute un petit coup, donc du coup là, non, c'est plutôt cool quoi. Adorant perché, autant pour moi, il était indésirable, merci l'ami, je t'assure. Alors du coup, faut que je remercie encore une fois les deux dons de ce soir, Lucas, Kofi et Personne, et aussi Ulrich pour hier, Snuggly aussi l'autre jour, Général Pangolin, l'a battu, mon cher Hugo, Personne, encore une fois, Nario, mais Personne, ah non, t'es deuxième, c'est Ulrich qui a tout battu, le salaud. Donc voilà, Slen, il fait les moritos, je ne sais pas si j'en fais la moitié. T'as une carte ou un appareil pour voir si tu es blanc ou métis, c'est des grosses bêtises.